Il te sourit, il te dit non, non, ça va très bien. Et pourtant, t'as l'impression de venir de prendre une gifle invisible. Ça, c'est le comportement passif-agressif. Une attaque sans cri, sans insulte, sans preuve. Dans cette vidéo, on passe en revue chaque forme de passif-agressif, du sarcasme déguisé en blague jusqu'au sabotage discret, et pour chacune, je te donne ce que la personne essaye vraiment de te dire, plus la phrase exacte pour désamorcer sans t'énerver. À la fin, tu ne pourras plus te faire avoir, ni en couple, ni au boulot, ni au repas de famille. C'est une dinguerie. Le passif agressif, en gros, c'est de la colère qui n'ose pas dire son nom. La personne est en désaccord ou blessée, mais au lieu de te le dire en face, elle te le fait payer par la bande. Et attention, on l'a tous fait au moins une fois, moi le premier. Le but ici, c'est pas de coller des étiquettes, c'est de reconnaître le mécanisme chez les autres et parfois chez toi. On commence par le plus courant. 1. Le sarcasme déguisé en blague. Tu arrives en réunion et ton collègue Julien lâche devant tout le monde: ah bah tiens, monsieur arrive à l'heure aujourd'hui, on va noter ça dans le calendrier. Et si tu tiques, il enchaîne: oh ça va, je rigole, t'es susceptible toi. Voilà le combo signature, la pique puis l'airbag humour. Ce qu'il exprime vraiment, un reproche qu'il n'ose pas formuler. Ton retard de mardi l'a agacé, mais te le dire calmement en privé, ça demanderait du courage. La blague publique, elle, lui offre le beurre et l'argent du beurre. Il te pique et il garde le rôle du mec drôle. Comment répondre sans escalade? Tu prends la blague au premier degré, calmement, sans sourire forcé. T'as l'air agacé que je sois arrivé en retard mardi, tu veux qu'on en parle? Ça le force à choisir. Soit il assume le vrai reproche, et là vous pouvez discuter, soit il recule en bafouillant: non, non, c'était pour rire, et il vient de comprendre que chez toi, la pique gratuite coûte cher. Toi, t'as un Julien dans ton entourage? Sois honnête. 2. Le compliment piégé. C'est vraiment bon ce que t'as cuisiné pour une fois. T'es super jolie quand tu fais un effort. Franchement, bravo pour ta promotion. Il devait vraiment manquer de candidats. Le compliment piégé, c'est un cadeau avec une aiguille dedans. Tu ressors avec une petite blessure et pas le droit de te plaindre vu qu'on vient de te dire un truc gentil. Ce que la personne exprime vraiment, c'est souvent de l'envie ou de la rivalité qu'elle ne s'autorise pas. Besoin de te remettre à ta place en gardant l'image du gentil. L'outil pour répondre, c'est le tri sélectif. Tu sépares le compliment de la pique à voix haute. Merci pour le compliment. Par contre, le pour une fois, il n'était pas obligé. Tu gardes le sourire, tu changes de sujet. Message reçu. Tu prends ce qui est bon, tu renvoies le poison à l'expéditeur et tu n'as même pas haussé le ton. Si on t'a déjà sorti un pour une fois, écris-le en commentaire. Juste ces 3 mots. J'aimerais voir combien on est. 3. Le non, non, ça va très bien. Grand classique du couple. Tu sens une tension, tu demandes ça va et tu reçois un oui, oui, très bien avec la chaleur d'un congélateur pendant que les tiroirs de la cuisine se ferment un peu plus sèchement que d'habitude. Perso, j'ai fait ça pendant des années et je pensais sincèrement que c'était de la politesse. Bah non, c'est de la punition déguisée. Parce que le vrai message derrière ce ça va très bien, c'est devine ce qui ne va pas et si tu m'aimais vraiment, t'aurais même pas besoin de deviner. La personne est tiraillée entre un besoin énorme d'être comprise et une incapacité à s'exprimer, souvent parce qu'on lui a appris enfant que sa colère dérangeait. La réponse qui marche, c'est d'ouvrir une porte une seule fois clairement. Je sens que quelque chose ne va pas. Quand tu voudras en parler, je suis là et je t'écouterai vraiment. Et ensuite, tu passes à autre chose. Tu ne joues pas aux devinettes pendant des heures, tu ne mendis pas. Parce que chaque fois que tu supplies quelqu'un de te dire ce qui ne va pas, tu lui confirmes que bouder fonctionne mieux que parler. Et toi, t'es plutôt du genre à le dire ou à le faire deviner? 4. Le retard stratégique. Tu connais forcément quelqu'un comme ça. Ta belle-sœur Sylvie, par exemple, 40 minutes de retard à ton anniversaire, à ton dîner, mais bizarrement, pour son cours de yoga, elle est en avance. À côté d'elle, la SNCF, c'est de l'horlogerie suisse.
Le retard chronique est ciblé, c'est rarement un problème d'organisation, c'est un message de pouvoir. Mon temps vaut plus que le tien, tu n'auras pas mon empressement. C'est une protestation silencieuse, parfois contre toi, parfois contre le fait de devoir être là tout court. L'outil, c'est la conséquence calme, jamais le reproche. Tu supprimes le drame et tu laisses la réalité faire le travail. On avait dit 12h30, du coup on a commencé. Installe-toi, il y a encore du gratin. Pas de tête fermée, pas de sermon. Le retard stratégique, ça ne fonctionne que si ça dérange. À partir du moment où ta soirée continue très bien sans la personne, l'arme se vide toute seule. Et toi, t'as sûrement déjà une Sylvie en tête, là tout de suite. 5. L'oubli sélectif. Ah mince, j'ai complètement oublié d'envoyer ton dossier, alors que la même personne se souvient du score d'un match de 2006 et de l'heure exacte de son rendez-vous coiffeur. C'est ça l'indice. L'oubli sélectif ne touche que ce qui compte pour toi. Ce qui s'exprime là-dessus, c'est un refus déguisé. La personne n'a jamais vraiment eu l'intention de le faire, mais dire non en face, c'était s'exposer à un conflit ou passer pour quelqu'un de pas sympa. Alors, elle dit oui avec la bouche, non avec les actes, et l'oubli lui sert d'alibi moral. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui a juste oublié, n'est-ce pas? La réponse, c'est de retirer l'ambiguïté dans laquelle ce comportement respire. D'abord, tu passes à l'écrit quand c'est important, un petit message, une date claire. Ensuite, et surtout, tu offres la porte de sortie honnête. Si t'as pas envie de le faire, tu peux me le dire maintenant, c'est ok, je m'organiserai autrement. Là, plus moyen d'oublier. Soit la personne s'engage vraiment, soit elle est obligée de dire son vrai nom. Toi, tu l'entends combien de fois par mois le ah mince? 6. La procrastination punitive. La cousine de l'oubli version boulot. En réunion, tout le monde valide le projet, ton collègue Marc hoche la tête. Et puis, son rapport arrive la veille de la date limite, bâclé, avec un bah quoi, je l'ai fait en prime. Marc n'a jamais dit qu'il était contre le projet. Il l'a juste laissé mourir à petit feu. C'est de la résistance passive. La personne était en désaccord dès le départ, mais elle n'a pas pu ou pas osé le dire, souvent parce que c'est le chef qui a décidé. Alors, le désaccord s'exprime autrement. Lenteur, travail minimum, qualité en chute libre. C'est sa façon de voter non après avoir dit oui. L'outil ici, il s'utilise en amont. Tu vas chercher le désaccord avant qu'il se transforme en boulet de traîne. Marc, avant qu'on lance, dis-moi ce que t'en penses vraiment. S'il y a un truc qui te va pas, c'est maintenant qu'il faut le dire, et je le prendrai pas mal. Tu crées un espace où le non a le droit d'exister. Toi, dans ta boîte, on a le droit de dire non? Parce qu'une équipe où on ne peut pas dire non en réunion, c'est une équipe où on dit non en silence pendant 3 semaines. Et accroche-toi, parce qu'ici c'est le niveau amateur. La forme suivante, c'est l'arme nucléaire du passif-agressif, et ton cerveau la ressent littéralement comme une douleur physique. 7. Le silence punitif. Après la dispute, plus rien. 3 jours. La personne parle au chien, répond au livreur, rigole au téléphone avec sa mère, et te traverse du regard comme si t'étais une vitre. Tu demandes ce qui se passe? Rien. Le mot le plus long de la langue française, c'est rien prononcé sur ce ton-là. Ce que le silence punitif exprime, c'est du contrôle à l'état pur. Tu n'existes plus jusqu'à ce que tu cèdes. Et c'est pas une image. Les travaux de la chercheuse Naomi Eisenberger ont montré que l'exclusion sociale active en partie les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Se faire ignorer par quelqu'un qu'on aime, ça fait mal au sens propre. C'est pour ça que c'est l'arme préférée des profils les plus toxiques. Comment répondre? Surtout, pas en multipliant les messages et les excuses. C'est exactement le carburant du mécanisme. Tu nommes la situation une fois calmement. Je vois que tu ne me parles plus. Quand tu seras prêt à discuter, je suis là. Et ensuite, tu vis ta vie normalement. Le silence est une prise d'otage. Sans otage, pas de prise. Et si ça se répète à chaque désaccord, là, on ne parle plus d'une maladresse, on parle d'un mode de contrôle. 8. La porte qui claque pour rien. Les placards qui se ferment comme des coups de feu, les gros soupirs toutes les 4 minutes, la vaisselle rangée avec la délicatesse d'un déménageur pressé,
L'aspirateur passait pile autour de tes pieds un dimanche à 8 heures. Et quand tu demandes pourquoi tu claques la porte, la réponse légendaire: j'ai rien fait, c'est le courant d'air. Perso, ado, j'étais champion du monde de cette discipline, catégorie porte de chambre. Ce qui s'exprime là, c'est une colère qui cherche une sortie physique tout en gardant le déni possible. La personne veut que tu saches qu'elle est fâchée, mais sans avoir à le dire, parce que le dire l'obligerait à s'exprimer. L'outil: tu ne relèves pas chaque bruit, sinon tu passes ta soirée à jouer au démineur. Tu attends un moment calme, à froid, et tu ouvres. J'ai remarqué que quand t'es contrarié, ça s'entend dans toute la maison avant que ça se dise. Moi, je préfère que tu me le dises direct, même si c'est pas agréable. Tu proposes un canal officiel à une colère qui passait en contrebande. Et toi, on te l'a déjà fait l'excuse du courant d'air? 9. Le message par personne interposée. Repas de famille. Ta mère à ta sœur avec un volume calibré pour que tout le monde entende. Certains ont le temps de partir en week-end, mais pas de passer un coup de fil à leur mère. Elle ne te parle pas, elle parle de toi, devant toi, à quelqu'un d'autre. Version boulot, le collègue qui se plaint de toi à tout l'open space, sauf à toi. Ce que ça exprime: un reproche réel, mais une peur de la confrontation directe, plus un bonus stratégique: recruter des alliés. En passant par un tiers, la personne teste ta réaction sans jamais s'exposer. Si tu réagis mal, elle pourra dire qu'elle ne t'a rien dit, ce qui est techniquement vrai. La réponse, c'est de court-circuiter le triangle. Tu ramènes la conversation en ligne directe, gentiment, mais sans détour. Maman, si tu veux que j'appelle plus souvent, dis-le-moi à moi et on trouve une solution tous les deux. Et tu appliques la règle inverse en toutes circonstances. Tu ne réponds jamais aux messages indirects, seulement aux messages directs. Les gens apprennent vite quel canal fonctionne avec toi. Toi, dans ta famille, c'est qui le spécialiste du message par ricochet? 10. Le sabotage discret. Et on termine par la forme la plus dérangeante, celle où le passif agressif arrête d'être un style de communication et devient une action qui te nuit. Le partenaire qui oublie de te transmettre un message important pour ton boulot. Celui qui te resserre un dessert énorme pile la semaine où tu fais attention pour te faire plaisir. Le collègue qui oublie de te mettre en copie de la réunion décisive ou qui te donne les mauvais chiffres la veille de ta présentation. À chaque fois, l'acte est hostile, mais l'emballage innocent. Étourderie, gentillesse, malentendu. Ce que ça exprime, c'est une hostilité bien réelle, souvent de la jalousie ou de la rancune accumulée. Passer du message à l'acte. Et c'est là que la frontière avec la manipulation devient toute fine. L'outil, c'est le passage du ressenti à la preuve. Au boulot, tout par écrit avec confirmation et récapitulatif. Dans le couple, tu ne discutes plus l'incident, tu nommes le motif. C'est la 3e fois qu'une information importante pour moi disparaît en route. Il se passe quoi? Pas d'accusation dramatique, un constat factuel. Une personne de bonne foi sera secouée et corrigera le tir. Une personne qui recommence malgré la discussion vient de te répondre. Et là, la vraie question, c'est plus le comportement, c'est la relation elle-même. Et si tu veux voir jusqu'où cette frontière peut aller, on a une vidéo entière là-dessus. Toutes les techniques de manipulation expliquées. Derrière chaque comportement passif-agressif, il y a une phrase que la personne n'ose pas te dire en face. Ton boulot, c'est pas de gagner la guerre froide, c'est de rendre la parole directe plus facile que l'attaque indirecte. Abonne-toi, la prochaine vidéo décortique un autre mécanisme que tu croises tous les jours sans le voir. A plus.